écrire la question. Et nous, les modérateurs, on va transmettre les questions à l'orateur. D'accord? Et les panélistes, et ceux qui sont là, les panélistes, peuvent intervenir directement sans écrire la question, c'est-à-dire peuvent, par la voix, intervenir pour commenter ou pour proposer quelque chose. D'accord? Oui, c'est Khaled. C'est Khaled. C'est des cas cliniques très courts de 7 minutes ou 7 à 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. J'espère qu'il ne va pas y avoir de présentation. Il n'y aura pas de... il vaut mieux نخليو les questions بعد الكا كلينيك خير من اللي يقصوا عليهم في الوسط non هو un seul cas يعني peut-être pour que ce soit interactif. pour maîtriser الوقت يعني pour maîtriser يلزمنا نخليهم يكملوا بعد نسألوهم. Il va y avoir 10 minutes pour chaque orateur, 10 minutes, pas plus. L'orateur il pose des questions, mais il a la réponse de l'assistance. Alors, il n'y aura pas de plaques de littérature, etc. Donc, comme il présente le cas, c'est tout. ما ثماش discussion ولا حاجة. Si, pour chaque cas, on discute. L'orateur, il va présenter le cas et il va préciser la conduite نتاعو. Et nous, on va discuter la conduite. On va discuter la conduite. مروان صح Il reste 5 minutes. مروان وين؟ Marwan. Hey, salut, c'est Ben Aibouch, comment tu vas? Salut, comment vas-tu, mon frère? Ça va? Izef, j'nahouelek. Ça va, là, alhamdoulilah. C'est après-demain, toi, tu es avec nous aussi, hein? Inch'Allah. N'oublie pas. Toutes les soirées, je suis devant mon écran. Toutes les soirées. Avec plaisir, Yahoui, avec plaisir. Allah يسلمك, Allah يسلمك. Ça va, Hanen? Ça va. La rupture du jeûne te va à merveille. Hein? Non, moi, je pense qu'elle est un peu fatiguée. Mais maintenant, بعد كلفة تتفرق. لازم الكوزينة تاع الكوزينة نتاع اللابوغاتوار تاع عامل. محمد Salut. Ça va? هلا ابو عبد لبس عليكم؟ Salut, Mohamed. أنا هي تو ميمي محمد شحوالك؟ اللوطة ميمي. الله يلبس يعيشك شنو حوالك انت ديما مفور ان شاء الله. الحمد لله يا ربي. الحمد لله. تو محمد ذوك من كل سي ميمي في التصاور. هذاك hommage à la femme. Bien sûr, في وسطهم la plus importante. Doré, le tableau doré. Voilà. Je vais mettre à côté de toi, parce que le micro est dedans. C'est un grand sportif. البارح لعبت ماتش انا. Je te dis, c'est bon la valeur. Globalement. Dans 2 minutes, on va démarrer. Sans participants. Quand on doit faire la je peux être
Vos téléphones, mettez-les sur silencieux. T'as du thé. C'est ça qui va. Il faut juste qu'il ça va être trop bruit. Oui, il faudrait que Hafez va revenir. Emile, on te pose la question pourquoi le chat est bloqué. سامحني Bien, On pose la question technique pourquoi le chat est bloqué. bien, s'il vous plaît. Donc, il est 8h30. Donc, on va, si vous permettez, on va commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Saha Ftour, comme en Algérie, et Saha Shribit, comme chez nous, et pour ceux qui font le ramadan, partout où vous êtes. Et donc, bienvenue à ce webinaire organisé donc, conjointement par Fertilia de Tunis et Fertival d'Alger, dédié au challenge en stimulation ovarienne pour FIV. Merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce soir. Je suis le Dr Khaled Mahmoud, directeur médical et scientifique de Fertilia. Je suis ravi de modérer ce webinaire avec mon ami le Dr Farid Ben Aibouch, directeur médical du Centre Fertival d'Alger. Nous serons agréablement accompagnés aussi par le Dr Hanan Loumi, notre chef de laboratoire, et notre cher collègue et ami, le Dr Mohamed Bibi de Sousse, pour la modération. Farid, est-ce que tu m'entends? Je te passe la parole. Oui, bien sûr, je t'entends. D'abord, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier webinaire commun entre nos centres de PMA Fertilia et Fertival. C'est une première et elle me tient particulièrement à cœur car au-delà de la science, elle symbolise l'amitié, la confiance et le respect mutuel entre les équipes algériennes et tunisiennes. Je remercie sincèrement toute l'équipe de Fertilia pour cette belle initiative et pour leur invitation. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi, pour nous tous, de participer à cette collaboration. Un merci tout spécial à toi, Khaled, mon ami. Merci pour ta confiance, ta générosité et ton soutien permanent. Travailler à tes côtés est vraiment un privilège. Vraiment, je suis très heureux aussi de retrouver tous mes amis, Marwan, Mohamed, Hanan et Mohamed, pour participer à ce webinaire. Alors, je vous souhaite tous un échange constructif et inspirant au service de l'amélioration de nos malades. Voilà, alors ici, nous sommes à la clinique du Val, donc c'est le groupe, et on a de nos deux orateurs, le docteur Ferial Hafid et le docteur Nadir Kidji, qui sont avec nous. Voilà. S'il te plaît. Donc, merci. Merci. Nous sommes aussi très heureux de cette collaboration. Hanan, tu as un mot à dire? Hanan? Merci pour l'invitation. Merci pour le thème choisi. Ça va être très attractif. Donc, j'espère qu'on va avoir une discussion très, très sérieuse sur ce sujet. Parfait. Hanan, tu nous entends? Oui, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'organiser ce genre de webinaire entre Fertilia et Fertival. Ça va nous permettre d'échanger les expériences, partager ces cas difficiles de stimulation. En tant qu'embryologiste, je suis là pour répondre à vos questions concernant les gamètes et tout ce qui concerne l'embryologie. Et il y a bien sûr tout un panel de gynéco pour les challenges en STEAM. Voilà, bon webinaire à tous. Merci. Parfait, donc nous aurons à débattre de 5 cas cliniques. Tous les participants peuvent écrire leurs commentaires et questions
en cliquant sur l'icône que vous voyez en bas, questions et réponses. Et les modérateurs se feront un plaisir de les transmettre aux orateurs. Et j'invite de nouveau notre ami le Farid pour donc présenter le premier orateur. Voilà, donc moi je présente le docteur Nadir Kidji. Nadir Kidji est un passionné de la PMA qui fait de la PMA depuis une vingtaine d'années et nous sommes très heureux de collaborer d'ailleurs avec lui. Donc je lui donne directement la parole. Vas-y, Nadir. Merci. Je partage l'écran. Oui, partage, oui. Alors, bonsoir tout le monde. Je réitère les remerciements au staff de la clinique Fertilia et particulièrement au docteur Khalid Mahmoud. Donc, on est content de cette collaboration. Alors, j'ai choisi un cas clinique un peu particulier qui parle de la catégorie des patientes qui ont un pronostic très défavorable, c'est-à-dire les femmes de plus de 43 ans. Leur prise en charge en FIV et donc les problèmes qu'elles peuvent nous poser, forcément en matière de pronostic et plus en matière d'éthique et de prise en charge. Donc. Alors, il s'agit d'une femme de 44 ans quand celle-ci est venue consulter à la clinique pour infertilité secondaire. Cette femme a un enfant, accouchement par voie haute en 2015 et a fait un avortement précoce en 2019. Elle a un BMI à 24, des cycles réguliers, des règles à 6 jours, sans dysménorrhée, avec un bilan de base, une AMH basse qui est prévisible à 0,9, une FSH à 11, LH à presque à 7, un œstradiol normal, une prolactine normale, une TSH normale, une vitamine D basse qui a été corrigée et un CFA à 6. Le mari, quant à lui, à 48 ans, il a des toxiques, tabac plus chic, ce qui est assez fréquent chez nous, un BMI à 26, et il présente au spermogramme une asténotératonécrospermie, NDFI à 22, donc inférieur à 25. Alors, dans ses antécédents, une première ICSI a été faite alors que la patiente avait à ce moment-là 41 ans, c'était en 2022-2023. On n'a pas pu avoir de compte-rendu. La patiente donc nous parle d'un transfert différé de 2 embryons. Nous ne savons même pas s'il s'agit d'embryons vitrifiés à J3 ou J5. Donc, tentative soldée par un échec. Alors, je rappelle par ce tableau les résultats, les mauvais résultats des taux de naissance chez cette catégorie de patientes qui sont dans ce tableau de la Sarthe, qui sont de moins de 10% chez des femmes entre 41 et 42 ans, et ça chute jusqu'à moins 4% chez les femmes au-delà de 42 ans. C'est pour planter un peu le décor. Et nous avons cette courbe qui montre le taux d'aneuploïdie qui atteint les 70% autour de 41 ans et qui grimpe jusqu'à 90% à 43 ans. Alors, notre patiente donc, a été traitée pour une deuxième ICSI, donc une première ICSI chez nous, mais une deuxième ICSI en octobre 2025. Elle avait alors 44 ans. On est parti pour un protocole antagoniste, bien sûr. Et nous avons, en début de cycle, donc vous voyez bien le CFA, là, on retrouve le CFA à 6. Voilà. Donc, nous avons opté pour un début avec 300 unités de FSH recombinante pendant 5 jours. Et on a fait un contrôle au 6e jour. On avait à l'échographie, au niveau de l'ovaire droit,
3 petits follicules de 6, 5 et 5 mm, et à gauche, 6 follicules de 8, 7, 6 et 3 de 6, un endomètre à 7. Un oestradiol a été dosé qui était presque à 400. Nous avons décidé de rajouter une activité LH à ce moment-là par de la ménotropine à 75 unités jour et une introduction de l'antagoniste le lendemain à S7. Donc, continuer 4 jours. Nous avons revu la patiente à S10. Et à ce moment-là, on avait un follicule de 11 à droite, on a eu 2 de 13 à gauche, 1 de 11, 1 de 10, 1 de 11 et 2 de 10. L'endomètre était à 10 mm, le stradiol a grimpé à 1200, la LH était normale à 3,76 et la progestérone à 0,29. On peut enlever ça? Ça me gêne. Voilà, alors nous avons décidé de rajouter 3 jours de stimulation, avec l'antagoniste bien sûr, et contrôle au 13e jour, donc ça fait 12 jours de stimulation. À ce moment-là, nous avons eu un follicule de 16 à droite, un de 19 à gauche, 2 de 17 et 1 de 16, ce qui fait en tout 5 follicules. Un endomètre à 12 mm, un oestradiol à 2800, une LH à 3,24 et une progestérone à 0,79. Nous avions eu à ce moment-là des critères de déclenchement, donc nous avions décidé de faire un dual trigger associant une injection d'Ovitrel et 0,2 mg de décapeptile. À notre grande déception, nous avons obtenu une ponction blanche. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, ponction blanche, est-ce que le déclenchement a été inadéquat? Est-ce que les ovocytes étaient là mais non détachés de la paroi folliculaire? S'agit-il d'un syndrome des follicules vides, une erreur technique de ponction ou carrément dû à l'âge avec les altérations de la compétence ovocytaire? Donc, c'était un peu le grand désarroi parce que finalement, pour la patiente, c'est comme si on n'avait rien fait, quoi. Donc, on s'est revus tout de suite après. Et qu'est-ce qu'on fait? D'un commun accord, elle s'acharne et elle dit moi, j'ai une ponction blanche, donc je ne peux pas arrêter là. Il faut que il me faut une autre tentative. Moi, c'est comme si que j'avais rien fait. D'accord, donc vous pensez bien que nous, on a culpabilisé un peu parce que ponction blanche, heureusement que c'est rare, mais quand ça arrive, on n'est pas bien. Donc, on décide d'enchaîner sur une deuxième tentative au mois de décembre, donc quelques mois après. Vu l'âge, on n'allait pas attendre plus que ça. Donc, nous avons décidé d'aller vers un protocole antagoniste parce que c'est ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Et cette fois-ci, apporter un effet LH dès le départ. Donc, on a utilisé de la ménotropine à 300 unités par jour dès le début. Et on avait à ce moment-là un CFA toujours à 6. Donc, au bout de 5 jours de traitement, on fait un contrôle, donc à S6. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un follicule de 12 et de 5 à droite et 5 follicules à gauche, dont un de 12, 11, 10 et un de 8 et 7, un endomètre à 7, un oestradiol qui était bon à 645, une LH à 5 et une progestérone basse à 0,08. On a introduit à ce moment-là l'antagoniste et on a rajouté 4 jours et on a contrôlé à S10 et on retrouve un follicule de 18 à droite et 4 follicules à gauche, dont un de 21, de 18, de 17 et de 15, un oestradiol pratiquement à 1700, une LH à 3,18 et une progestérone à 0,45. Donc, on avait nos critères de déclenchement. On part toujours sur un dual trigger et non pas un double déclenchement. Ça veut dire qu'on donne l'HCG et l'antagoniste au même moment. Et on fait une ponction 36. On a décalé un peu l'heure de la ponction. Je pense qu'on l'a faite à 37 heures. Et j'avais décidé à ce moment-là de faire un rinçage par peur de tomber dans le piège de la première ponction et en espérant que ça apporte
ce soit une solution. Donc, j'ai dû rincer systématiquement 3 à 4 fois les 5 follicules ponctionnés. Ça nous a permis d'obtenir 4 complexes, dont 3 méta-2. On a eu 3 ovocytes fécondés à 2PN, 3 embryons à J3, et ça s'est terminé par le remplacement frais de 2 blastocystes à J5, pas de congélation, et on a eu un bêta-HCG positif. Bien sûr, c'est ce qui a un peu motivé la présentation de ce cas, pour un peu débattre de ces patientes-là. La patiente est, alhamdoulilah, actuellement aux alentours de 12 semaines, et nous espérons bien sûr une naissance vivante parce que c'est pas gagné non plus. Voilà. Alors, vous avez bien compris qu'on était dans le groupe 4 de la classification Poséidon. Le groupe 4, mais qui plus est dans le sous-groupe des patientes qui avaient le pire des pronostics, parce que là, c'est pas Poséidon 4 chez une femme de 36 ou 37 ans, il s'agit d'une femme de 44 ans. Donc, la double peine d'avoir une faible réserve et d'un taux d'aneuploïdie très, très élevé, comme je l'ai montré sur la courbe précédente, qui atteint les 90% à cet âge-là. Voilà. Alors, pour revenir aux recommandations de l'ICHRE dans ce groupe, qui plus est dans ce sous-groupe, alors pour l'ICHRE, pour ce groupe 4, l'objectif, c'est d'avoir un nombre suffisant d'ovocytes matures pour espérer un embryon euploïde. Donc, le counseling est très important. Il faut vraiment avoir une information honnête avec les patientes et pour leur expliquer le mauvais pronostic. Bon, il y a l'alternative des dons, donc j'ai mis le sens interdit parce que dans nos contrées, on sait que ça n'existe pas. Le type de protocole, les antagonistes et le protocole de choix dans cette catégorie de Poséidon. La posologie des gonadotrophines est d'au moins de 300 unités par jour et maximum 450 unités jour, pas plus que ça. L'ALH, quand l'associé, c'est une bonne option d'après l'ICHRE, mais les recommandations ne sont pas des recommandations fortes. C'est une option raisonnable. On peut associer donc l'ALH, un effet ALH à 75 à 150 unités jour, que ce soit en début de STIM ou en deuxième partie de STIM. Par contre, si la patiente a plus de 40 ans ou si on a eu un antécédent de réponse faible sous recombinante LH ou des LH basses de base, là, je pense qu'il est préférable d'emblée d'apporter un effet LH. Le déclenchement peut se faire par l'HCG, par l'agoniste ou les deux, que ce soit en dual trigger ou en double trigger. Les stratégies d'optimisation, ça peut être la duostim, ça peut être le PGTA, point d'interrogation, les traitements adjuvants aussi, point d'interrogation. En conclusion, il faut dire que le pronostic est normalement mauvais. Ça pose des problèmes éthiques, vu le coût. Faut-il faire une FIV d'accompagnement pour le deuil? Il faut tenir compte aussi des droits des couples, la loi, la religion, les problèmes obstétricaux posés par cette catégorie de patientes âgées, on le sait bien, qui posent plus de problèmes, plus de pathologies hypertensives de la grossesse ou des diabètes gestationnels, des avortements prématurés, enfin bref. Alors, l'ICHRE préconise des stratégies cumulatives. C'est-à-dire le but, c'est d'avoir le maximum d'ovocytes pour augmenter la probabilité d'avoir au moins un embryon euploïde. Et donc les stratégies cumulatives, soit des cycles répétés, mais dans un laps de temps court, ou des duostimes qui peuvent se faire dans un même cycle. Les protocoles doivent être simples, reproductibles. Les add-on traitements adjuvants paraissent inutiles dans cette catégorie de patientes. Et donc, on conclura que même avec un pronostic statistiquement très défavorable, une prise en charge individualisée, transparente et éthiquement encadrée peut permettre une issue favorable en évitant
toute escalade thérapeutique injustifiée. Merci et je vous remercie. Voilà, merci Nadir. Alors, franchement, je veux juste rajouter, Khalid, que chez nous, on fait un staff tous les jeudis matins et on a pris la décision de ne pas faire des malades au-delà de 42 ans. Toutes les malades au-delà de 42 ans sont staffées et donc c'est du cas par cas. Et c'est à ce titre que cette patiente de plus de 42 ans a été acceptée par notre staff. Je ne sais pas. Non, de toute façon, dans nos contrées, on est obligé d'accepter les femmes de 44. Nous, jusqu'à 45 ans, on accepte hein, parce qu'il n'y a pas de dons. Et donc, parfois, on est obligé de les prendre, mais on ne prend pas au-delà. Bien, donc il y a des questions de la part des participants. Hanen, est-ce que tu peux les... Hanen, tu m'entends? Oui, docteur. Par rapport aux questions, on a surtout, il y a 2 ou 3 questions sur le double déclenchement, les indications du double déclenchement et sur le rinçage, quand on fait le rinçage pour récupérer les CCO, les complexes cumulo-ovocytaires. Donc, qui va répondre à ces 2 questions? Bon, l'orateur, il faut. Oui, pour le rinçage, c'est simple. Pour le rinçage, l'ICHRE ne voit pas d'intérêt significatif au rinçage. Après, c'est au cas par cas. Maintenant, dans le cas de ma patiente qui a fait une ponction blanche, je pense que le rinçage était justifié. Et si vous le faites, je pense qu'il faut faire une série de rinçages pour les follicules. Il ne s'agit pas de rincer une fois le follicule. Il y en a qui rincent jusqu'à 5, 6 fois à chaque follicule. Je pense que le rinçage n'a de sens que si vous avez au départ très peu de follicules. Hein, donc, ça concerne un peu cette catégorie de patientes. Mais sinon, le rinçage n'est pas fait comme ça. Ce n'est pas une recommandation en PMA, le rinçage. Hein. C'est vraiment... Donc, à votre avis, ce n'est pas tout venant. Hein? Est-ce que quelqu'un... Non, de toute façon, il y a des méta-analyses pour ça. Et la méta-analyse qui a été faite sur le rinçage montrait que chez les normaux répondeuses et les hyper-répondeuses, bien entendu, c'est pas utile. C'est uniquement utile et de manière non significative, d'ailleurs, chez les faibles répondeuses, quand on a très peu de follicules. C'est là où le rinçage trouve son intérêt. Moi, j'ai une ou 2 questions, si tu permets. D'abord, parce qu'il y a aussi une question sur l'ajout de la LH. Bon, les méta-analyses aussi montrent que pour les femmes âgées au-delà de 37 ans, il y a intérêt à rajouter la LH. Et puis, cette patiente, vous avez monitoré la LH et elle n'avait pas de LH basse. Elle avait tout le temps une LH qui est correcte. Correct, oui. Et puis, donc, la supplémentation en LH se fait, il y a un ratio qu'il faut bien entendu respecter, et il y a d'ailleurs une question sur le ratio. Et si on décide de supplémenter en LH, c'est dès le début de la stimulation, donc c'est pas pour cette catégorie de patientes âgées. Ensuite, la deuxième remarque, quand on a un antécédent de ponction blanche, est-ce que vous avez dosé, est-ce que vous avez évalué l'efficacité du déclenchement la deuxième fois? Est-ce que vous avez essayé de voir si votre déclenchement a été efficace ou pas avant de faire la ponction, c'est-à-dire le dosage 12 heures après le déclenchement, on évalue si le déclenchement est efficace ou pas, justement pour se rattraper. Vous faites allusion au dosage de la LH 12 heures après, c'est ça? 12 heures après. Oui. Habituellement, on le fait quand on a déclenché à l'agoniste. Mais là, comme il s'agissait d'un double déclenchement associant HCG et agoniste, non, nous ne l'avons pas fait.
Non, parce qu'il y a un antécédent. Oui, j'ai compris. Non, mais nous, Ça pour la deuxième. oui. Nous avons opté pour le même type de déclenchement. Même si on fait un déclenchement, un double déclenchement, il peut y avoir, une inefficacité de déclenchement. Oui. Et donc, nous avons juste retardé un peu la ponction à 37 heures et non pas à 36 heures. Et, oui, ça aussi c'est décrit. C'est décrit, ça. Et opter pour le rinçage. Voilà, c'est les deux. C'est décrit, ça, d'ailleurs, quand on fait la ponction, si aux premières ponctions, au premier, deuxième follicule, il n'y a pas, alors que vous avez très peu de follicules, il faut arrêter et vérifier l'efficacité de déclenchement. Il y a un autre point, c'est que si parfois on retarde le déclenchement, quand il a une mauvaise réponse, des femmes âgées, il y a un risque de rupture précoce des ovocytes. C'est ça. Bon, il y a une autre question sur le… C'est ce qui m'a un peu empêché d'aller vers le double déclenchement où on donne l'agoniste, l'HCG, mais pas en même temps. Par exemple, on peut donner l'agoniste à moins 40 heures avant la ponction et puis rajouter l'HCG à moins 34 heures. J'y ai pensé, mais effectivement, j'avais peur d'arriver trop tard à la ponction chez une patiente qui a déjà ovulé. Donc, c'est pour cela que j'ai gardé le dual trigger, que j'ai donné en même temps, l'HCG et l'agoniste, et j'ai décalé un peu l'heure de la ponction et fait mon rinçage. Voilà. Il m'a semblé que c'était une option intéressante. Et si je peux rajouter quelque chose, il y a quelque chose de très important, c'est que sur la deuxième stimulation, vous êtes parti un peu plus loin sur la stimulation. En fait, sur la première, vous avez déclenché à 16-17, et sur la deuxième, je pense que c'était judicieux d'aller jusqu'à 18-19. Ça, c'est une chose. Plutôt, je pense que c'est la première stimulation a trop duré. A trop duré, c'est ce que j'avais dit. Mais sans arriver forcément. Oui, parce que quand on est déjà à S13, je ne sais pas si c'est judicieux d'aller jusqu'à S14, mais ça, c'était déjà un signe, cette stimulation qui traîne, c'était déjà un signe d'une possibilité qu'il puisse y avoir un déclenchement qui soit pas bon. Absolument. Et de toute façon, c'est pas le dosage de la… Il y avait le taux de stradiol lors de la première stimulation. Le taux de stradiol était un peu élevé par rapport au nombre de follicules qu'il y avait. Est-ce que tu as remarqué ça? C'est vrai. Oui, il y avait 5 follicules, dont un de 19 et deux de 17. Donc, je ne sais pas si on a peut-être déclenché à temps. Et au 13e jour, qui plus est, avec un estradiol à 2800, effectivement. Non, le message, c'est que attention à ces patientes qui vont avoir une dynamique de croissance folliculaire très lente. C'est elles qui peuvent poser problème par la suite. Souvent, les problèmes ne s'arrêtent pas à la stimulation qui est juste longue. Voilà. Et puis, probablement que c'est les récepteurs à la LH qui posent problème à cet âge et non pas le taux de LH sérique circulant. Exactement, Mohamed, je rebondis sur ça pour expliquer un peu l'efficacité du rinçage chez ces patientes-là. En fait, ce sont des patientes avec un taux de LH de base qui est très élevé, donc probablement une saturation des récepteurs en LH. Donc, quand on déclenche, on arrive à redéclencher, à redémarrer la méiose, mais pas pour autant faire détacher l'ovocyte de sa couronne. Donc, quand on fait le flashing, en fait, c'est pour pousser ce phénomène mécanique de détachement de l'ovocyte pour pouvoir l'accueillir, le recueillir avec la ponction. En tout cas, c'est un très bon cas. Et comme quoi, chez des patients même âgées, on pourrait tenir bon et augmenter les doses et aller jusqu'à la fin. Merci les amis. C'est très intéressant. Donc, on va discuter de tout ça certainement pour les prochains cas. Et sans plus tarder, on passe à professeur Abraham Marouane, qui est gynécologue, obstétricien et spécialiste dans l'infertilité et coordinateur du centre Aziza Othmane. À toi, Marouane. Merci beaucoup, Hanan Lomi. Alors, je partage mon écran. Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est bon. Très bien. Alors, merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour cette décision d'associer deux grands centres pour la prise en charge de la fertilité pour ce webinaire ramadanesque. صحة شريبتكم العباد الكل. Et sur ce cas clinique, je voudrais partager avec vous un vrai cas de la vie, un vrai cas difficile. Et pour ça, j'ai pris la dernière patiente pour qui on a fait le protocole que je vais vous montrer. Donc, c'est Madame et Monsieur MGT. Madame, elle a 34 ans. Elle n'a pas d'antécédents médico-chirurgicaux particuliers. Elle a des cycles irréguliers de 35 à 45 jours. Donc, elle est plutôt en spanioménorrhée et ceci depuis 1 an et demi. Alors qu'auparavant, elle avait des cycles réguliers, mais un peu courts, de 24 jours. Elle n'a pas de dysménorrhée ni de dyspareunie. Son BMI est normal. Elle fume pas, elle consomme pas, elle boit pas. Et elle a un petit syndrome climatérique. Elle vous dit que parfois, elle a des bouffées de chaleur une fois par semaine, une fois par quinzaine, qu'elle arrive à juguler spontanément avec une douche ou autre chose. Alors, madame, elle a une AMH basse à 0,1 nanogramme par millilitre, avec une TSH à 1,3. La prolactinémie est normale. Donc, sur l'échographie pelvienne faite par bande vaginale, il y avait un utérus rétroversé et d'aspect adénomyosique et le CFA était à 2, donc il y avait un follicule à droite et un follicule à gauche. Et il n'y avait pas de signe évident d'endométriose au niveau des ligaments utérosacrés ou sur cette échographie. Les stérosalpingographie étaient normales, avec une cavité normale et des trompes perméables. On a fait une hystéroscopie diagnostique sans anesthésie générale et sous vaginoscopie qui n'a rien montré, tout était normal avec un trajet direct. Il n'y avait pas de signe clinique évident d'endométrite chronique, il n'y avait pas de processus intracavitaire. Donc, groupe sanguin positif, le bilan pré-FIV était normal, donc à savoir les sérologies hépatite C, B, syphilis, HIV et le prélèvement vaginal avec PCR, mycoplasme, méditélium et chlamydia. Donc, tout était négatif et on a fait un karyotype. Donc, elle avait déjà en fait un karyotype qui était normal à 46XX. Son mari, 38 ans, asthmatique sous traitement de fond avec des corticoïdes inhalés. Il n'a pas d'antécédents chirurgicaux. Il fumait, il a arrêté il y a 2 ans. Consommation occasionnelle d'alcool. Il n'y a pas de trouble d'érection ni d'éjaculation précoce. Son spermogramme est normal avec un volume à 2,2, concentration à 22 millions, une mobilité A plus B à 37%, une vitalité à 64% et des formes typiques à 5%. Donc là aussi, le bilan pré-FIV est normal et le karyotype de monsieur est normal. Donc madame et monsieur vivaient ensemble depuis 3 ans avec des rapports sexuels réguliers, à savoir 2 fois par semaine. Et ils viennent consulter après un long parcours, mais fait surtout d'insémination intra-utérine. Donc pour les inséminations, c'était des simulations possifolliculaires avec surtout des gonadotrophines. Et il n'y avait pas pour autant une grossesse qui suivait ces inséminations-là. Donc, on est bien d'accord que pour ce couple-là, 3 ans d'infertilité, une AMH basse avec une spanioménorrhée, échec de plusieurs inséminations, il faut passer en fécondation in vitro et classique ou en ICSI, en tout cas en fécondation in vitro. Alors, pour cette patiente, quel protocole, alors, je dirais standard qu'on va choisir pour elle? Donc, selon la dernière méta-analyse de Cochrane, pour les patientes supposées être mauvaises répondeuses, on peut soit choisir le protocole long agoniste, soit le protocole antagoniste. Mais je vous rappelle que madame, elle avait des signes d'adénomiose, et donc on a dit pourquoi ne pas plutôt commencer avec un protocole agoniste qui va permettre de diminuer un peu les phénomènes inflammatoires et peut-être, probablement, potentiellement améliorer les chances en implantation après transfert embryonnaire. Donc, quel protocole long on va proposer pour cette patiente? Alors, je vous rappelle qu'il est en spanioménorrhée. Donc, est-ce qu'on devrait faire un protocole long phase folliculaire ou lutéale? Là aussi, Cochrane, méta-analyse, il n'y a pas de différence significative pour les patientes hyporépondeuses quand on compare le protocole long phase folliculaire et le protocole long phase lutéale. Mais pour cette patiente-là, il est plus facile et plus judicieux de faire le protocole long phase folliculaire parce que là, on a les règles et on peut commencer. Alors qu'avec le protocole long phase lutéale, comme il est en spanioménorrhée, ben, ça peut prendre beaucoup de temps et retarder vraiment le début des gonadotrophines.
Alors, voilà le protocole qu'on a utilisé. Donc, on a attendu les menstruations et puis on a commencé par la triptorelline, donc le décapeptyle, à 0,1 mg. 10 jours après, on a vérifié que madame était bien sous triptorelline et que l'axe hypothalamo-hypophysaire était en quiescence. Et on a commencé par la suite du gonadotrophine. Donc, je vais vous montrer le premier protocole qu'on a utilisé. Donc, c'était pour madame. L'indication était diminution de la réserve ovarienne avec échec de plusieurs inséminations intra-utérines. Donc, c'était un cycle lent en phase folliculaire. Et là, on a utilisé de la FSH recombinante associée à la LH recombinante. Donc, vous voyez, la date dernière règle, c'était le 20-11. Donc, on a commencé avec du décapeptyle pendant 10 jours. Après, on a fait une écho et un bilan. Le bilan a montré une stradiolémie à 10. Donc, l'axe était vraiment au repos. Une LH à 2,5. On n'a pas vu l'ovaire droit et on a trouvé un seul follicule au niveau de l'ovaire gauche qui faisait 9 mm. Donc, la décision était de commencer. Donc, on a commencé, on a fait ce qu'on faisait en standard. Donc, on a donné 5 jours de stimulation. On a décidé de baisser un tout petit peu le décapeptyle à une demi-ampoule. Et on a revu la patiente à S6, donc 5 jours après la prise de gonadotrophine. Et là, on a trouvé exactement les mêmes taux de stradiolémie qui étaient très bas à 10. Et on n'a pas trouvé des follicules au niveau de l'ovaire droit et de l'ovaire gauche. Donc, on a décidé de tout arrêter, de revoir la patiente une semaine après. Alors, on l'a vu une semaine après, elle n'a rien eu, elle n'a pas eu ses règles, mais on a décidé de quand même switcher de protocole, de passer vers un protocole antagoniste, en se disant que peut-être pour cette patiente, le protocole agoniste marcherait mieux dans son cas. Donc, on a switché vers un protocole antagoniste, donc on a attendu les règles, on a eu les règles, on n'a pas fait de pré-traitement. Là, on a commencé avec des gonadotrophines d'origine urinaire, on a commencé avec 300 unités. Donc, on a rappelé la patiente à S4, à J4, vous voyez, le 22-12. Et là, on a trouvé une ostradiolémie à 75 et une LH à 23. Donc, vous voyez que la LH, elle a beaucoup augmenté. Donc, on a décidé de faire une injection en urgence d'antagoniste et de rajouter l'injection du soir de façon habituelle. Là, il y avait un follicule de 17. Quand on a revu la patiente le lendemain, donc c'était trop tard, elle a déjà ovulé au niveau de son follicule de 17 mm, mais le follicule de 8, il est passé à 10. Là, je pense qu'on s'est un peu entêté, mais on a pris l'avis de la patiente, on s'était dit, on allait continuer pour essayer de rattraper ce follicule de 17 et probablement faire un frisol pour cette patiente-là, vu que probablement sa progestéronémie est élevée vu la formation d'un corps jeune. Donc, on a rajouté 3 jours, on a revu 3 jours après, donc ça a bougé un tout petit peu avec un follicule qui est resté à 11. On a décidé quand même de continuer encore 2 jours. Et là, regardez, 10, 11 et hop, une croissance hyper rapide à 18,5 et surtout une LH qui monte très rapidement. Donc, chez cette patiente hyporépandeuse avec une réserve ovarienne diminuée, donc très probablement avec une LH, pas très probablement, avec une LH de base élevée. Donc, on a donné un antagoniste en urgence et on a décidé de déclencher à 22 heures pour aller faire une ponction le surlendemain à 7 heures. Donc, à peu près à 35 heures, à 34 heures d'intervalle. Donc, malheureusement, ponction, rinçage, on n'a rien trouvé. Donc, c'était une ponction blanche. Donc, mes amis, dans ce cas-là, si on est vraiment très pragmatique, ce qu'on devrait proposer à cette patiente avec une diminution de la réserve ovarienne en quantitative et très probablement associée à une altération qualitative, c'est d'aller faire un don d'ovocytes. Mais si on se fixe un peu, si on se penche sur cette simulation ovarienne, vous voyez qu'il y a un vrai asynchronisme au niveau des deux ovaires. Il y a des follicules qui émergent d'un côté et qui sont suivis par d'autres follicules qui émergent de l'autre côté. Il y a une vraie discordance au niveau de la taille des follicules et ça, c'est vraiment le reflet d'une altération profonde de la réserve ovarienne. Donc, le don d'ovocytes, mon ami en a déjà parlé, c'est une très bonne alternative, mais qui n'est pas autorisée sous nos cieux, à savoir en Tunisie et en Algérie. Donc, on ne peut pas proposer ça, mais il faut trouver d'autres alternatives. Alors, pour trouver d'autres alternatives, il faut revenir un peu au basique et revenir à la physiologie normale. Quand on parle de réserve ovarienne diminuée et de patientes avec une hyporéponse,
Je pense qu'il faut différencier les patientes avec des cycles réguliers et des cycles courts, chez qui il y a assez de follicules qui émergent tous les mois et qui vont donner un follicule de greffe et un corps par la suite, et différencier ces patientes-là par rapport aux patientes avec des cycles longs. Alors, pourquoi des patientes avec une réserve ovarienne diminuée ont des cycles longs? Parce que parfois, ces patientes-là ont un follicule normal, capable de donner un follicule de greffe fonctionnel, qui va donner un ovocyte, par la suite un corps jeune. Donc, il y aura une sécrétion de progestérone, disparition du corps jaune, menstruation. Sur le cycle d'après, on peut avoir un ou même deux follicules en trop qui émergent, mais ces follicules-là ne sont pas capables, ils n'ont pas cette aptitude à donner un follicule de greffe, donc ils vont disparaître rapidement, donc il n'y aura pas de menstruation. Par la suite, il y aura trois petits follicules parfois qui émergent, mais de tailles très différentes, un tout petit, un normal et un moyen. Ce normal pourrait donner un petit corps jaune, mais qui n'est pas vraiment fonctionnel, donc ça va donner des petits saignements. Par la suite, comme sur le premier cas où la stimulation a duré 13 jours, bah, c'est probablement un follicule de ce style-là, un follicule qui prend son temps pour arriver à maturité et à donner un corps jaune et des menstruations. Donc, remarquez, sur ces 4 mois, on va avoir à peu près 2 menstruations et un petit spotting. En fait, c'est l'histoire normale, physiologique du cycle folliculaire au bout du cycle, au bout de souffle. Donc, toute l'astuce chez ces patientes-là, c'est de rattraper, de catcher ces follicules-là, savoir les trouver, les détecter, les nourrir avec des gonadotrophines pour aller probablement les ponctionner et espérer trouver des follicules, des ovocytes au niveau des follicules. Donc, c'est vraiment catch me if you can, c'est aller à la chasse pour ces follicules-là. Donc, ce qu'on propose dans notre protocole, c'est pour des patients qui ont des cycles longs en rapport avec une réserve ovarienne diminuée. On commence toujours avec le standard, ça veut dire on commence toujours avec des stimulations ovariennes standard, soit un protocole agoniste ou antagoniste avec au moins 300 unités de gonadotrophine, mais sans réponse biologique, ça veut dire soit des ponctions blanches, on ne trouve pas d'ovocytes ou des ovocytes dégénératifs après la ponction. Chez ces patientes-là, on propose le catch me if you can, ça veut dire on va aller à l'achat de ces follicules et voir les patientes de façon très régulière toutes les semaines à la recherche de ce follicule émergent qui fait à peu près 8-10 mm et qui sécrète un peu de stradiolémie. Donc, c'est ça. On essaie d'attraper ce follicule-là et quand on le trouve, on va donner des gonadotrophines, 150 à 300 unités en rajoutant une activité LH avec des antagonistes ou de la progestérone pour bloquer l'axe hypothalamo-hypophysaire et ne pas avoir une ovulation prématurée. Donc, je vous montre ce cas parce que c'est le dernier cas. Donc, c'est la même patiente. On l'a vue à peu près 3 semaines après et elle a eu ses règles spontanément, mais c'était vraiment des petits spottings le 11 et le 11 janvier. En janvier, on n'a rien trouvé. On l'a revue une semaine après et hop, une semaine après, regardez ce qu'on a trouvé. Ben, 2 follicules de 13, un follicule de 12 et rien à gauche. Donc, le radiolimite était déjà à 291, c'était déjà en spontané. Donc, on a décidé d'essayer d'attraper ce cycle-là, de rajouter des gonadotrophines. Donc, on a utilisé des gonadotrophines d'origine urinaire, une association entre FSH et une activité LH sécrétée par de l'ACG hypothalamique, hypophysaire plutôt. Et on a rajouté 3 jours. On a vu la patiente 4 jours après. Donc, vous voyez, c'est une simulation très courte. Et là, 19,5, 18,5, 17,5, ostradiolémie à presque 800 et LH à 9. Donc, l'LH a monté, on a décidé de faire un cétrotype en urgence et de déclencher l'ovulation à 20h30 pour aller faire la ponction à 34h30 à peu près. Donc, coup de chance, on a eu 3 ovocytes, mais un seul mature et 2 immatures, donc un métaphase 1 et un VG. Mais le métaphase 1, il s'est maturé le jour même, donc on a pu micro-injecter le mature à J1 et l'autre à J plus 1, donc le surlendemain, excusez-moi. On a eu 2 ovocytes fécondés et on a eu 2 beaux embryons. Donc, un en retard, mais c'est normal, l'ovocyte qui a maturé le lendemain, mais c'était 2 beaux follicules qu'on a congelés à J3. Donc, un J3 et un J2, un J3, mais équivalent à un J2. On a revu la patiente après, donc on a ponctionné le 22-1. Allô?
On a revu la patiente une semaine après. Et comme vous avez vu on a décidé de revoir la patiente une semaine après. Et vous avez vu que sur la première stimulation, on avait un seul follicule mature qui était probablement le 19,5. Donc, on a décidé de déclencher sur des follicules supérieurs à 19,5. Et là, on a switché vers un protocole PPOS. Donc, on a bloqué avec de l'hydrogestérone à la dose de 10 mg x 3 par jour. Donc, on a commencé quand on a trouvé des follicules. Donc, la dernière règle, c'est le 28. Mais on a trouvé des follicules que le 7 février. Il y avait 10, 11 à droite et 9 à gauche, avec une nostradiolémie à 72. Donc là, on a commencé la stimulation et le blocage. Et on est arrivé à S6 de stimulation pour avoir 20, 19,5 et 18. Et une autre radiolémie à 674. Donc là, on a déclenché avec de l'eau vitrelle et on a ponctionné. Et là, on a eu 2 follicules matures, probablement le 20,5 et le 19,5, qu'on a micro-injecté. Mais là, on a eu un seul embryon, mais qui n'était pas très beau sur le plan morphologique. Donc finalement, chez cette patiente-là, chez qui on a fait 2 vraies stimulations avec des doses très importantes en gonadotropine, on n'a rien trouvé. Avec cette réflexion d'aller chercher ces follicules toutes les semaines pour essayer de les nourrir, de les stimuler au cas par cas, on est arrivé à avoir 3 embryons. Donc, on n'a pas encore transféré, l'histoire n'est pas encore finie, mais j'espère que c'est une patiente qui va avoir une grossesse comme les patientes qui l'ont précédée avec ce protocole-là, et parmi lesquelles on a trouvé des grossesses, et je vous remercie. Merci, Bien. Dr. Brown. Merci. Donc, vous avez une question par rapport à S7 et l'introduction de l'antagoniste. Donc, il y a une question par rapport à l'introduction de l'antagoniste. Quand? Alors, ce qu'on fait généralement, on introduit l'antagoniste d'une façon systématique à S6 pour les patientes. Alors, à l'hôpital, on a un grand pool de patientes, donc on fait de l'antagoniste fixe pour toutes les patientes. Et d'ailleurs, la première ordonnance contient 6 jours de stimulation, et sur le 6e jour, il y a un antagoniste et on voit les patientes le 7e jour. Est-ce qu'on pourrait faire du flexible? Oui, mais sur la dernière méta-analyse qui a comparé les protocoles antagonistes entre de la Cochrane, on a démontré qu'il y a un petit ajout, une petite amélioration à utiliser le protocole antagoniste fixe. Donc, on peut faire les deux, mais on peut faire du fixe et du flexible, mais à l'hôpital, quand on fait du fixe pour toutes les patientes. oui, c'est pour homogénéiser donc la population pour les études. Oui. Donc, c'est un choix à faire quand on a un gros débit. Oui, il vaut mieux faire le fixe. De toute façon, comme tu as dit, les méta-analyses montrent que le fixe est légèrement meilleur que le flexible. Une réflexion concernant le 2 premiers cycles de stimulation. On a constaté qu'il y a une ascension d'immaturité à l'âge de façon importante à 25 ou 26. Je pense que c'est un syndrome de l'utilisation précoce. Fallait-il doser la progestérone et arrêter la procédure que donner de la stéroïde d'urgence et continuer à persévérer à la stimulation? Alors, pour ce genre de patiente, oui, probablement, on aurait pu faire ça, mais de toute façon, même si la progestérolémie était élevée, on serait obligé à faire un frisol, à congeler les ovocytes des embryons. On est dans une logique de collecte d'embryons. On est dans une logique de frise, donc même si la progestérone est élevée, il faut... De toute façon, pour ce genre de patients, je suis tout à fait d'accord avec Marouane, et c'est ce qu'on fait maintenant pour les cycles longs. Il faut justement aller chercher maintenant le dogme de la stimulation à J2, toujours commencer la stimulation à J2. Pour ce genre de patiente, ce dogme n'est plus vrai. Et il vaut mieux justement aller à n'importe quel moment, quand on reçoit ce genre de patiente, à n'importe quel moment de son cycle, surtout si le cycle est long, si on détecte des petits follicules à l'échographie, on y va le jour même. Et le dogme d'attendre les règles à J2 n'est plus d'actualité pour ce genre de patiente. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je voudrais poser une question sur le management au début. Est-ce que vous demandez systématiquement des cariotypes ou y a-t-il une cause particulière pour laquelle tu as demandé le cariotype pour le couple? Alors, pour cette patiente avec une
Réserve ovarienne basse à 35 ans, je ne vous cache pas qu'on a le cariotype très facile. Donc, notre protocole à l'hôpital, on demande des cariotypes pour toutes les infertilités inexpliquées. Donc, à chaque fois qu'on n'a rien, on demande un cariotype. Si on a une altération de la réserve ovarienne, on demande un cariotype. Et si on a un sperme altéré, on demande un cariotype. De toute façon, le cariotype, il est pris en 2 semaines. Donc, ça ne retarde pas du tout notre prise en charge. En tout cas, Farid, pour cette patiente-là, elle est jeune. Et, Ouais. et dans les antécédents, ça je le répète toujours à chaque occasion, dans les antécédents, il y a le cycle court au début de sa puberté. Et, et c'est là justement où il faut sensibiliser les gynécologues lors de leur consultation. Il faut toujours poser la question, Madame, cycle régulier, cycle long ou cycle court. Si la dame jeune qui commence sa puberté avec un cycle court, ça ne trompe jamais. On trouve toujours une AMH basse. Et dans ces cas-là, le cariotype est indiqué. Le cycle court chez une femme jeune, c'est toujours le premier signe de l'insuffisance ovarienne. Et ça ne trompe jamais. Est-ce que vous avez dosé la FSH sur l'estradiol? Alors, on ne le fait pas d'une façon systématique. Non, pour cette patiente qui a... Non, on l'a pas dosé. Non, on dose la LH de base à J1. Donc, ça nous donne une idée à peu près sur le taux de LH de base. On ne le fait pas d'une façon systématique. On le fait pour les patientes en cas d'anomalie des récepteurs ou si on a une discordance entre l'AMH et la réponse à la stimulation ovarienne. Même si la FSH était normale, subnormale, vous faites quand même un cariotype? Oui, si la patiente elle est avec une réserve ovarienne diminuée et celle a surtout des signes climatériques ou une irrégularité des cycles, oui, on fait un cariotype. D'accord. Mais le dosage de la FSH peut aider pour la stimulation. Si en plus on a une diminution de l'AMH très significative, comme ce cas-là, et une FSH élevée, ça complique les choses. Bah oui, je sais, mais ça complique les choses, mais ça dépend de la réflexion. Si on va simuler avec des gonadotrophines, de toute façon, on va ramener des gonadotrophines de façon exogène. Mais si on va penser à un anti-oestrogène avec une FSH qui est déjà très élevée, là, ça va un peu compliquer la simulation. Donc, probablement... OK. Est-ce qu'il y a des questions au niveau des participants? Il ne faut pas oublier les participants, s'il vous plaît. Docteur Mahmoud, tu as remarqué oui, il y a des questions, mais on peut demander à Marouane, si tu permets, de répondre directement sur la session questions-réponses. Marouane, tu pourras le faire? Aussi gentiment demandé, Hanen, je ne peux pas refuser. Oui, de toute façon. OK, je le fais. Qu'on puisse avancer. Ça marche. Merci. Alors, il y a une question, Marouane. Qu'est-ce qui a motivé votre décision de switcher sur les gonadotrophines urinaires? Alors, parce que la première fois, elle n'a pas répondu avec les recombinants, mais il n'y a pas de différence entre recombinants et urinaires. Hein. Donc, on a mis la patiente sous gonadotrophine urinaire pour avoir une activité LH. Mais non, il n'y a pas quelque chose en particulier qui a poussé cette décision-là. On change de protocole et on change de gonadotrophine. C'est ce qu'on fait généralement après une première stimulation. Mais il n'y a pas de différence. Hein. Sur les méta-analyses, et d'ailleurs même sur la dernière Cochrane, il n'y a pas de différence entre les urinaires et les recombinantes. Hein. Alors, il y a une question en cas de cycle court, comment prévenir la baisse de l'AMH? Non, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire, en cas de cycle court, l'AMH, vous allez la trouver basse. Et dans ces cas-là, la durée de la vie de la vie reproductive de la femme devient plus courte. Et dans ces cas-là, il faut penser à conseiller une grossesse le plus rapidement possible, ou si l'AMH est très faible, c'est là où il faut penser à la préservation de la fertilité chez ces femmes-là. C'est là l'intérêt le cycle court, c'est un moyen de prévention, de détection assez précoce de la baisse de l'AMH. Oui. Je vais répondre aux questions par écrit. Hein. D'accord. OK, dans ce cas-là, on passe. Donc, Farid. Oui, Donc, on passe à Algérien.
Oui, donc on présente notre deuxième oratrice. C'est une star chez nous. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus jeune que Kiji, mais elle a quand même 10 ans d'expérience et c'est une grande passionnée de la PMA qui va nous présenter un cas endométriose adénomiose. Vous allez voir que c'est un peu quand même particulier. Voilà, Friel, à toi. En plus, c'est ton dada. Oui, tu vois. Merci, Farid, tu me compliques un petit peu la tâche. Bonsoir tout le monde, Haftorkom. Je me présente, je suis le docteur Friel Hafed, médecin spécialiste en médecine de la reproduction à la clinique Fertival. Je remercie la clinique Fertilia et le docteur Khaled Mahmoud de nous avoir invités à ce webinaire pour partager avec vous un cas de nos patientes, un cas clinique de l'une de nos patientes. Donc, sans plus tarder, la patiente est âgée donc de 36 ans, nous a été adressée pour infertilité primaire évoluant depuis 6 ans dans un contexte d'endométriose profonde et d'adénomiose diffuse avec plusieurs échecs à la PMA. Donc, la patiente présentait des dysménorrhées invalidantes depuis l'adolescence et une dyspareunie profonde. Comme antécédents chirurgicaux, notre patiente a bénéficié d'une kystéctomie pour endométriome de 5 cm il y a 5 ans, donc à l'âge de 31 ans, et plusieurs échecs de FIV. J'ai essayé un petit peu de résumer son historique de FIV. Donc, une première FIV a été faite chez cette patiente sous protocole antagoniste, ayant utilisé de la FSH recombinante à la dose de 225 unités jour. Alors, ce qui a permis d'obtenir 8 ovocytes, dont 5 embryons AJ3. Un transfert frais a été programmé chez cette patiente, donc sans résultat. Une deuxième FIV sous protocole long agoniste, cette fois-ci avec une FSH recombinante à 250, ayant obtenu 6 ovocytes, dont un blastocyste. Un transfert fait a été fait chez cette patiente, soldé donc par une grossesse biochimique. Troisième et dernière FIV sous protocole antagoniste, utilisant cette fois-ci des HMG à la dose de 300 unités. Donc, pour résultat, ils ont obtenu 7 ovocytes, donc 2 blastocystes. Un transfert congelé a été programmé chez cette patiente, donc revenu négatif. On était probablement face à une suspicion d'échec d'implantation répétée d'origine probablement multifactorielle. Alors, nous prenons en charge notre patiente à notre niveau avec un bilan initial à J3, donc un BMI à 28, une FSH à 8, une LH à 5, un taux d'AMH à 1,4 nanogrammes par ml, ce qui correspondait un petit peu à son âge et à ses antécédents de chirurgie ovarienne. Un bilan d'échec complet a été demandé chez cette patiente, revenu donc sans particularité. Alors, l'échographie retrouve un utérus adénomiosique avec présence de 3 signes de Musa, un pontage folliculaire à 9 et un endométriome de 3 cm. Une hystéroscopie a été faite chez cette patiente, retrouvant une endométrite chronique avec des CD138 traités et recontrôlés, revenu normal. Alors, l'IRM a été demandé dans ce cadre d'adénomiose et d'endométriose pour évaluer un petit peu ces lésions, retrouvant une endométriose profonde, donc rétrocervicale, des nodules utérosacrés bilatéraux, une adénomiose diffuse hétérogène avec épaississement jonctionnel à 13 mm, en l'occurrence pas d'hydro et d'hématosalpinx. Alors, en ce qui concerne son conjoint, le mari avait 40 ans, pas de toxique, BMI à 25, sans antécédents médico-chirurgicaux particuliers. Un spermogramme a été demandé, donc revenu normal, retrouvant 42 millions de spermatozoïdes, une bonne vitalité, une mobilité à 43 et une tératospermie à 5% selon la classification de Kruger. Aussi, une fragmentation de l'ADN a été demandée dans le cadre d'un bilan d'échec, revenu normal à 15%. Alors, prise en charge dans notre centre, nous avons conclu que le facteur limitant ici n'était probablement pas embryonnaire puisque la patiente a pu obtenir plusieurs blastocystes lors des stimulations précédentes, mais plutôt utérins. Donc, restimuler la patiente sans une bonne préparation utérine risquerait d'aboutir au même résultat.
Comme vous le savez tous, compte tenu du contexte de l'adénomiose, on a une inflammation chronique à cause de l'adénomiose avec une augmentation de l'activité des cytokines, les interleukines 6, les TNF-alpha et les macrophages activés. On a aussi une hyper-œstrogénie avec une augmentation de l'activité de l'aromatase et une résistance probablement à la progestérone par perturbation des récepteurs à la progestérone, les PRB, ce qui pouvait compromettre la décidualisation. Nous décidons donc d'un blocage prolongé par analogue à la GnRH pendant 3 mois, ayant pour objectif réduire l'activité endométriosique, améliorer le micro-environnement utérin et diminuer le volume de l'adénomiose, comme le suggèrent les sociétés savantes, l'ESHRE et l'ASRM. Alors, vous savez tous que l'impact de l'adénomiose sur la fertilité, avec toutes les perturbations architecturales utérines et l'hyperpéristaltisme, la vascularisation anarchique qui risquerait de compromettre notre transfert embryonnaire, et aussi l'épaississement jonctionnel supérieur à 10 mm, comme le montre cette méta-analyse, qui risquerait d'être délétère et participerait à des échecs d'implantation, comme on le voit dans cette plaque à droite. Alors, nous décidons donc de débuter notre stimulation avec un protocole spécifique. Donc, après blocage pendant 3 mois au décapeptyle 375, nous débutons notre stimulation par de la FSH recombinante à la dose de 300 unités jour. Nous avions donc 4 follicules à droite et 5 follicules à gauche. Un taux de stradiol à 5, je pense qu'il y a une erreur, c'est pas 50, une LH à 5, une progestérone à 0,6. Donc, on revoit la patiente à S6 et là, on voit un petit peu l'émergence des follicules. On a plusieurs follicules de la taille de entre 11 et 14 mm, un taux de stradiol à 380, une LH à 4, une progestérone qui reste basse. Nous décidons donc d'introduire notre antagoniste et continuer la stimulation pendant 2 jours. On revoit la patiente à S9. Et là, on a déjà 2 follicules à 16, 2 follicules à 14 et 14,5, 4 follicules à 15 et 15,5, 14 et 13 mm. Nous sommes à 2100 de taux de stradiol, une LH à 6 et une progestérone à 0,9. On décide donc de poursuivre notre protocole et de revoir la patiente 2 jours après. Alors, à S12, nous sommes arrivés à… alors, on avait un follicule à 19, 2 follicules à 18, 3 follicules à 17 et 17,5, un follicule à 16,5, 15 et 13. On était à 2900 de taux de stradiol, une LH qui restait basse, mais une progestérone qui commençait à être élevée. On était à 1,49. On décide de déclencher la patiente ce jour-là. Résultat de la ponction. On a obtenu donc 9 complexes avec 7 méta-2 et 3 blastocystes. Une stratégie frisol systématique a été décidée pour cette patiente et un transfert d'embryon congelé le cycle prochain avec évaluation clinique et échographique chez cette patiente avant transfert. Effectivement, nous avons jugé que le volume utérin était satisfaisant. On n'avait plus de signes cliniques, donc la patiente n'était plus douloureuse, n'avait plus de métrorragie. Nous avons donc jugé que le transfert sous protocole THS juste après était probablement bénéfique pour elle. Nous introduisons donc les œstrogènes à la dose de 8 mg à J1. Donc, on revoit notre patiente 14 jours après. Donc, on a un endomètre à 9 mm trilaminaire, une progestérone qui reste basse à 0,2 avec un taux de stradiol à 450. On décide d'introduire donc la progestérone. Idéalement, ça aurait été d'introduire la progestérone injectable sous-cutanée qui n'est malheureusement pas disponible chez nous. Donc, nous optons pour une progestérone micronisée à la dose de 1200 mg jour. Alors, 5 jours après, on dose notre progestérone avant transfert. Elle était à 22. Nous décidons donc du transfert d'un blastocyste, bêta-HCG positif et grossesse évolutive actuellement à 33 semaines.
Bien sûr, nous avons maintenu notre THS jusqu'à la 12e semaine. Alors, nous avons jugé que notre réponse ovarienne était plutôt satisfaisante car nous avons obtenu 7 méta-2 et 3 blastocystes. Le transfert différé après optimisation utérine était plutôt une approche personnalisée. La progestérone à dose adaptée pour corriger la résistance progestative et on note aussi l'importance du dépistage systématique de l'adénomiose par le couple échographie-IRM en cas de RIF. Alors, en conclusion, l'adénomiose est une situation particulièrement complexe. Comme nous le savons tous, diminuerait les taux de grossesse en FIV et augmenterait les taux de fausses couches. La recherche de l'adénomiose en cas de RIF est primordiale par le couple écho-IRM, comme on l'avait dit. Plusieurs protocoles existent, comme l'ultralent ou le segmentaire, ce qui montre que la prise en charge a été chez notre patiente plutôt individualisée que standardisée. On note aussi que le frisol, avec blocage aux agonistes et inhibiteur de l'aromatase, pourrait améliorer les résultats en FIV. Voilà, merci. Donc, à vous, juste parce que les deux orateurs ne l'ont pas dit, nous vous invitons jeudi 5 mars à 20h30, une autre soirée ramadanaise où on fera un webinaire de la préservation de la fertilité. On aura le plaisir et l'honneur d'avoir Marwan avec nous, qui va nous parler de l'expérience tunisienne. Et tous les Tunisiens, bien entendu, sont invités à notre congrès, le 21e congrès conjoint avec le 38e congrès de l'ISGE. Khaled, d'ailleurs, et Mohamed Khrouf vont être partie prenante avec nos speakers. Merci beaucoup. Et donc, si vous avez des questions, à votre disposition. Alors, est-ce qu'il y a des remarques à propos de ce cas? Maroued, Mohamed? Alors, c'est un cas très intéressant, mais une petite question. Quand vous avez commencé sur le cycle frais avec, donc vous avez fait un ultralong avec du gabapentine alp 3 mois auparavant, pourquoi vous avez pris la décision de faire le frisol? Pourquoi vous n'avez pas transféré directement? Absolument, oui, comme la progestérone était un petit peu élevée chez notre patiente 1,49, nous avons préféré sécuriser le transfert embryonnaire et transférer le cycle d'après. La progestérone n'était effectivement pas très élevée, mais nous avons préféré sécuriser notre transfert embryonnaire le cycle d'après. Parce que je rejoins un peu la remarque de Marouane pour dire que pour ce cas, dans les antécédents, elle a eu toujours des blastocystes, cette femme. Et donc, la qualité ovocytaire n'est pas atteinte pour ce cas-là. Pourquoi vous n'avez pas commencé la stimulation avec un protocole antagoniste, ensuite faire le blocage et suivi d'un transfert? Très bien. Donc, notre patiente s'est présentée un mois après l'échec de sa... Vous avez inversé la procédure. J'y arrive. Alors, notre patiente est arrivée un mois après son dernier échec. En fait, elle n'était pas prête psychologiquement ni financièrement d'entamer un protocole de FIV. Nous avons donc décidé d'introduire l'agoniste lent et pendant ce temps de latence, nous avons supplémenté la patiente avec des antioxydants pour lutter un petit peu contre l'inflammation chronique et faire des examens complémentaires comme l'hystéroscopie, traiter son endométriose qui nous a pris quand même l'endométrite, pardon, qui nous a pris quand même 6 semaines. Voilà, donc ça nous a permis de gagner un peu de temps vu l'âge de la patiente et la réserve qui était limite. Parce que habituellement, c'est ce qu'on fait effectivement. On commence d'abord par un cycle antagoniste. On fait un frisol, on fait une bonne préparation endométriale à l'agoniste ou le dienogeste. Ça nous arrive aussi de placer des stérilés Mirena pour réduire un petit peu le volume utérin et programmer un transfert congelé après. C'était juste, voilà, pour des raisons propres à la patiente. Très bien. Donc, on passe, si vous permettez, à Dr Toumi. Salwa, tu es prête?
Bon, en attendant, il y a une question de la part de Salim Dib pour Dr Friel. Pourquoi vous avez ajouté un antagoniste sur un protocole long agoniste alors que la LH était normale? Alors, nous avons tout d'abord commencé par un protocole lent. Nous avons bloqué la malade pendant 3 mois et nous avons débuté notre stimulation donc à la fin de la dernière injection par peur d'avoir une augmentation de LH. Nous étions en train d'introduire l'antagoniste parce qu'en fait, nous avons attendu vraiment 30 jours après la dernière injection. Ok, très bien. Voilà. À toi, Salwa. Bonsoir, bonsoir à tous. Désolée, j'ai eu une petite coupure d'électricité et donc du coup j'ai perdu la totale. Je commence à partager mon écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui. Ok, parfait. Donc sans plus tarder, je vais commencer par le cas clinique proposé aujourd'hui. Je suis ravie de faire partie de ce webinaire. Merci pour cette invitation. Donc c'est un couple qui nous consulte pour une infertilité secondaire de 3 ans. La dame, elle a 30 ans, elle a un IMC, un index de masse corporelle correct, elle a des cycles irréguliers lents, un PCOS échographique confirmé. Le bilan montre une AMH à 6,23. Le bilan androgénique est correct, mis à part ça, et l'indice de HOMA et le syndrome métabolique, il est normal. Elle a eu une induction d'ovulation de 2e degré, une difficulté de recrutement avec une FSH seule. C'est une deuxième geste et nullipare. En août 2021, elle a eu sa première FIV et recrutement monofolliculaire. Ils ont switché sur une insémination intra-utérine. Elle a eu une grossesse arrêtée, malheureusement, avec une révision utérine derrière. En septembre 2022, elle a eu sa deuxième fécondation finalement et ils ont eu 2 blastos avec hyperstimulation, une grossesse extra-utérine et une sympingectomie droite. Je ne dispose malheureusement pas des comptes rendus. Donc, le mari, il a 44 ans, il n'a pas d'antécédent particulier, un spermogramme qui se présente dans les normes. Et donc, pour faire un petit récap, donc c'est une patiente qui est dysovulante, avec un PCO échographique et un bilan androgénique normal. Donc, elle est classée phénotype D. Elle présente une infertilité féminine d'origine ovarienne, la dysovulation et tubaire, et avec un problème majeur de recrutement. Donc suite à ça, il y a d'autres examens qu'on avait demandé afin de détailler encore plus son problème tubaire. Y a-t-il pas un hydrosymphinx sous-jacent sur l'hysterographie? Et finalement, non, la trempe était complètement obstruée sur le plan distal à droite et l'autre trempe était perméable. L'échographie a été refaite et qui révèle une adénomiose utérine. L'endomètre était échogène et incompatible avec une nidation et confirmation du PCO. Donc, la décision a été d'enchaîner avec une hystéroscopie avant de recommencer une FIV. Et l'hystéroscopie a montré une petite cavité utérine en rapport avec une synéchie des bords. Et le geste était l'aplastie des bords. Donc là, nous arrivons à la FIV et celle-ci pose ses propres défis. Et le first challenge, c'est quel protocole choisir, les gonadotrophines et à quelle dose il faudra commencer. Donc si on regarde l'interrogatoire donc, et ce qu'on a comme bilan, donc c'est une patiente SOPK avec une AMH à 6. Donc forcément, à l'unanimité, je pense que le risque d'hyperstimulation est bien évident. Et là, le protocole choisi, c'est l'antagoniste et bien évidemment, c'est pas un choix de confort, mais plutôt un choix de sécurité.
Alors, quelle gonadotrophine? Donc, les sociétés savantes, à l'unanimité, ne priorisent pas une gonadotrophine par rapport à une autre. Donc, finalement, on peut choisir ce qu'on veut, mais l'idéal, c'est d'optimiser notre stimulation. Et donc, regardons de plus près. Là, on a un PCO échographique, une AMH à 6 et une difficulté de recrutement avec une FSH seule. Donc là, le rajout de LH, je pense, s'impose et on aura le choix entre FSH, LH recombinante ou HMG. Pour les doses de début, on va aussi se fier au vécu de la patiente, c'est qu'elle a eu une induction de l'ovulation et difficulté de recrutement à des doses de 150 et elle a eu une FIV avec des doses élevées dont elle ne se rappelle pas des doses et donc finalement on décide d'augmenter un peu les doses à 225 unités. Donc, pour récapituler, donc c'est une patiente chez qui on a fait une FIV en protocole antagoniste avec le Ménopur à 3 ampoules. À J5, elle a eu 4 jours pleins et 5e jour, elle a fait l'ostradiolemi qui est à 548 et un follicule de chaque côté commence à voir le jour. Les autres sont moins de 9 et 10. Alors, la question, et là, c'est le second challenge, qu'est-ce qu'il faudra faire? Est-ce qu'il faut maintenir la stimulation avec la même intensité ou bien réduire les doses en se basant sur la réponse folliculaire et sur l'ostradiolemi? Et là, donc, le dilemme, c'est faudra-t-il maintenir les mêmes doses au prix d'avoir une hyperstimulation ou réduire les doses précocement au risque d'avoir une atrésie des follicules et surtout avec ce problème de recrutement chez cette patiente. Donc, la réflexion, c'est que le pôle folliculaire n'est pas atteint. Il y a une résistance intra-ovarienne et c'est prouvé avec le taux cumulatif de FSH-LH, on aura probablement un recrutement et un meilleur recrutement au fur et à mesure. Et donc, vu qu'il y a des options qui s'offrent à nous, notamment le déclenchement agoniste et le frisol, on décide de garder la même dose. Donc, et donc, on garde la même dose à 3 ampoules par jour et on arrive au bout du 8e jour de stimulation en 7 jours pleins, un ostradiol à 2900. Et donc, avec une explosion des follicules, et il y en a plein qui sont moins de 11 mm, comme vous voyez ici. Donc, le 3e challenge, c'est que est-ce qu'il faudra privilégier un costing ou diminuer uniquement les doses de gonadotrophine pour diminuer ces risques d'hyperstimulation. Et donc, là aussi, si on se réfère aux sociétés savantes et ce qui est recommandé, c'est que le dernier update de l'ECHE 2025 et la CRM, à l'unanimité, ne recommandent pas le costing comme première intention pour plusieurs raisons. Finalement, les taux d'implantation qui sont moindres, la qualité ovocytaire, donc il y a plusieurs problèmes avec le costing et la finalité, c'est que même les taux de naissance vivante, ils sont moindres. Alors qu'avec le step down, le fait de diminuer les doses, on se rapproche beaucoup plus vers le volet physiologique et la qualité ovocytaire, elle est mieux préservée. Alors, on dégraisse uniquement les doses à 150 unités. Et on arrive et on atterrit au dernier plus ou moins challenge. Est-ce qu'il faudra déclencher, comment déclencher voilà, donc ici, si on regarde bien, on trouve qu'il y a 9 follicules à peu près qui sont plus que 10 de 15. Là, c'est à peu près 7 qui sont à peu près plus que 15. Et donc, à quoi bon maintenir la stimulation? On a eu 8 jours pleins et donc la priorité pour cette patiente, c'est finalement sécurité plutôt que efficacité et avoir plus de maturité. Et donc finalement, le protocole rejoint ce qui est recommandé, un déclenchement avec un agoniste avec association de cabergoline pour réduire les risques d'hyperstimulation précoce. Et donc là, la priorité
priorité chez cette patiente, finalement, c'est la préservation du risque systémique avant l'optimisation fine de la maturation. Et donc, pour récapituler par rapport à toute cette stimulation, finalement, chez une patiente OPK chez qui on se dit, OPK, on va commencer avec des doses, le mieux C, le moins C, mieux C, mais finalement, on s'est retrouvé avec 225 unités vu les antécédents, donc on a optimisé les chances par rapport à ça, et on a maintenu jusqu'à 8e jour où on a fait un step down et un déclenchement agoniste et cabergoline. Et donc, le constat et le résultat est là, donc 35 CCO. Sur les 35, on avait 11 matures, méta 2, 12 dans 8 méta 1 et 4 VG. Sur ces follicules-là, on a eu 19 dans 12 injectés à J0 et 7 rescue injectés à J1. On a eu 12 fécondés et finalement, on a eu au total 3 blastocystes, 3 AA et 2 jeunes blastos. Donc, même si le résultat est modeste, comparé au nombre de CCO, finalement, la finalité, on n'a eu que 3 blastocystes. Je vais me redire quand même et je vais dire que chez les hyperrépandeuses, la prévention doit obligatoirement précéder l'optimisation. Et je continue avec le cas clinique pour finaliser. Finalement, revenons au cas, elle est disovulante, SOPK, elle a déjà eu une gestité, l'échographie montre une adénomiose, donc finalement, la décision un mois plus tard, c'était faire un SET, un signal embryotransfert, le 3AA a été replacé en protocole gonapeptyle THS et une grossesse en cours suivie dans son pays. Alors, pour conclure, les points clés qu'il faudra mettre en œuvre chez ces patientes à risque de HSS, c'est finalement le choix du protocole, les doses de départ, un step down, step up en fonction, un type de déclenchement et stratégie de transfert embryonnaire. Et là, tout l'intérêt de l'individualisation et la personnalisation de la stimulation ovarienne, finalement, c'est plus une option, mais plutôt une nécessité. Voilà, merci. Merci. Des questions, des commentaires? C'est Bibi, Marwan, Mohamed, Bravo, Farid, l'équipe. Salwa. Le fait de C'est le docteur Suzette qui veut intervenir. Juste une question. Allez-y. Une question pour le docteur Toumi. C'est une patiente OPK connue avec un AMH supérieur à 6. On savait d'emblée que vous alliez vers le frisol en commençant déjà la stimulation, c'était prévisible. Pourquoi vous n'avez pas fait le blocage avec la progestérone? On n'est jamais, au lieu d'utiliser... finalement, on n'est jamais sûr que d'aller vers le frisol. Tout dépend de la réponse de la patiente. C'est la première fois que je la vois. C'est une patiente phénotype D. Forcément, elle peut faire une hyperstimulation, mais généralement une hyperstimulation légère. Par moment, on peut privilégier un 7, mais là, vous avez vu avec... on a augmenté les doses finalement pour essayer d'avoir ces 3 blastocystes. Donc finalement, aucune patiente ne ressemble à l'autre. Je ne peux pas être formelle dès le début que voilà, je ne ferai jamais de transfert. Et forcément, il y en a plein d'entre nous chez qui il y avait, et on s'attendait à une hyperstimulation majeure et chez qui finalement on met un blastocyste et ça marche. Et il n'y a pas d'hyperstimulation ou il y a une hospitalisation derrière. C'est certain que, comme ce que j'ai dit, et je n'arrête pas de le dire, que la prévention, obligatoirement, elle précède l'optimisation de la maturité folliculaire et tout ça, mais finalement, je ne peux pas être certaine de ne pas transférer. Mais par contre, la patiente, elle est déjà informée d'emblée, dès le début, que la stratégie va être établie au fur et à mesure. Voilà. D'autres remarques? Alors, si je peux faire 2 petites remarques, merci Salwa pour ce beau cas clinique. Alors, la première remarque, c'est par rapport à la cabergoline. En fait, quand on déclenche avec un agoniste de la GnRH, on n'est pas du tout obligé de mettre les patients sous cabergoline. Donc, le seul fait de mettre les patients sous agoniste de la GnRH, donc un petit pic de LH, et on n'a plus besoin de mettre la cabergoline. La cabergoline, c'est surtout pour les patients en cycle long. Agoniste. Les recommandations, c'est ce qu'ils recommandent, l'agoniste. Ça bloque les VGEF.
Parce que Ouais. la cabergoline, Donc, pour ces patientes-là, donc on peut ne pas utiliser la cabergoline. Autre chose, le step down, c'est surtout après la phase de recrutement. Donc, quand on fait un recrutement, donc généralement, on baisse les doses à S5, S6, mais vers la fin, toi, tu es déjà parti pour des 17 et des 20 mm. Oui, Donc, plus vraiment, bah, c'est le challenge. c'est plus vraiment un step down. Là, c'est, Ça permet de et- gagner Oui, de c'est l'argent. diminution des non, doses. tardif, et tardif. pour ces patientes-là, phénotypées, en fait, c'est des bombes à retardement. C'est des patientes, Oui, on aurait pu commencer avec des doses un peu plus basses, peut-être à 150, 200 ça n'a pas unités, marché. et prolonger. Oui, ça n'a pas marché. Oui. Ouais. C'est que si ça va pas marcher, C'est c'est ça que qu'il faut quelque part, peut-être optimiser qu'il y avait une et petite personnaliser les stimulations. Finalement, aucune ne ressemble à l'autre. Ouais. Donc, on se fie réellement aux antécédents pour gérer. En tout cas, bravo pour ce challenge. En tout cas, pour une toute dernière remarque pour le costing, le costing n'est pas recommandé quand on. Ça, c'est hors de question. Pas recommandé et ça n'apporte rien. On peut, par la cuisse, par contre, le costing pourrait être utile dans les protocoles. Problème de son. On n'a pas le Oui, choix. on n'arrive pas à écouter. Oui. Un problème de son. Alors, T'arranges? Percival, vous avez des remarques? Non, ça va, c'est bon. Très bien. Donc, on passe à Mohamed. Donc, il n'y a pas aussi de questions de la part des participants. Donc, on passe au dernier cas. Mohamed, tu es prêt? Je suis prêt. Allez, comment ça va tout le monde? Merci, merci pour l'initiative. Et je suis très content de voir mes amis de l'autre côté, en Algérie, mes amis que je vois dans la liste des présents. Et bon, je vais essayer de clôturer cette soirée avec un dernier cas clinique. Alors, pour revenir au challenge, on avait commencé avec un challenge, en voici un autre. C'est une patiente, c'est une collègue d'ailleurs, qui a 42 ans. Elle avait fait une fausse couche en 2012, puis tombée spontanément enceinte en 2013. Elle a accouché par voie basse. Puis, depuis 6 ans, elle cherche à redevenir maman. Son mari, il a 53 ans. Lui, il n'a pas de pathologie, pas d'antécédents. Elle, on ne trouve pas une raison pourquoi elle ne tombe pas enceinte, sauf l'âge. Et ça fait quand même 6 ans qu'elle essaie. Une AMH à 1,1, un compte des follicules à 10, ce qui est très bien pour son âge. Un utérus qui a un aspect normal. Et avant de passer, elle avait déjà fait 4 inséminations. Donc, vous voyez, une patiente qui est assez persévérante. Et pas enceinte, et elle vient avec une demande très claire, une FIV avec un PGTA pour H. C'est une bonne indication. En effet, à 42 ans, le taux d'aneuploïdie il est important, ce qui réduit les chances de succès et qui peut allonger le nombre de tentatives et aussi l'expose aussi à quelques anomalies chromosomiques viables, telles que la trisomie 21. Alors, pour commencer, donc cette patiente, le choix du protocole, tout d'abord. Étant donné la réserve ovarienne normale, on pourrait choisir une dose plutôt à 225, mais comme nous sommes dans le cadre d'un PGTA et qu'on souhaite donner le maximum d'ovocytes au laboratoire, ça c'est de 1. Et de 2, comme nous sommes à 42 ans et que les récepteurs n'ont plus la même efficacité, donc on a plutôt opté par d'emblée un antagoniste avec une activité FSH-LH et d'emblée une dose à 300. Alors, on aurait pu discuter effectivement, puisqu'il y avait un freeze-all pour PGTA derrière, de mettre tout simplement un protocole PPOS, mais on avait opté finalement pour un antagoniste. Et on a commencé la stimulation avec du Pergoveris, donc c'est du Pergoveris dosé à 150, comme ce qui existe en Algérie d'ailleurs, 2 ampoules par jour. Et vous voyez qu'au premier contrôle, le TRAS5, on a 4 follicules à droite et 3 follicules à gauche. Un recrutement pour un compte des follicules à 10 qui est satisfaisant, un taux d'ostradiol qui est un tout petit peu décevant quand même, et surtout un petit asynchronisme de la cohorte ici, alors qu'au départ, on avait une cohorte synchrone quand on avait commencé la stimulation. Donc, il semble que les
les follicules n'ont pas tous la même sensibilité aux gonadotrophines. Petite tentative, sans y croire vraiment, d'augmenter un peu ou de pousser tous ces follicules pour arriver à la taille souhaitée. Donc, on va adjoindre à ce stade-là du gonal à la dose de 75 et un antagoniste qui va démarrer à S6 pour finalement arriver à S10, à un follicule de 12, un follicule de 13. Donc, vous voyez que on peine ici avec ces petits follicules. 2 fois 16, 1 de 15 et 2 fois 17. On prend la décision, nous sommes à S10, de déclencher le lendemain, donc à S11. Ponction, on a 5 matures sur 6 ovocytes et on arrive à obtenir 3 embryons de J5. Donc, Hanin pourra intervenir s'il le souhaite, mais qui ne sont pas de même qualité. D'abord, il y en a un qui est arrivé au stade de blasto à J6, et puis le grading des embryons. On a un 3AA et un 4AB chez cette patiente. Alors, la question que je pourrais vous poser à ce stade, est-ce qu'on biopsie les embryons avec ce qu'on a pu obtenir, ou est-ce qu'il est souhaitable d'ajouter une autre stimulation? Et c'est la discussion qu'on a pu avoir justement avec nos embryologistes. Alors, sur les arguments, d'un côté, à 41, 42 ans, le taux d'un euploïdie il est de 70%, donc un taux d'euploïdie de 30%, donc à peu près de 1 sur 4, 1 sur 3, 1 sur 4. Et d'un autre côté, est-ce que tous nos embryons se valent? Probablement pas, surtout que nous avons un qui est qui a atteint le stade de blastocyste au 6e jour. Et dans cette excellente méta-analyse et revue de la littérature Simadomo, qui s'est penché sur les facteurs de succès d'implantation des embryons euploïdes. Vous savez que les embryons euploïdes, tous, ne donnent pas de naissance vivante et qu'il y a des facteurs de succès là aussi. Et le fait que ce soit un embryon de J6 et de J7 est de moins bon pronostic. Donc, se basant sur tous ces arguments et en discutant avec notre patiente, on repart pour un autre tour et cette fois-ci, on va augmenter les doses. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires qui avaient marqué est-ce que c'était pas recommandé de ne pas dépasser 300? Effectivement, les recommandations, telles que les recommandations de l'ESHRE, vont prendre en compte l'ensemble des données qui sont issues des RCT et qui sont nos guidelines de référence, mais cela ne nous empêche pas non plus de personnaliser pour nos patients. Et justement, l'intérêt de discuter les cas cliniques, c'est d'aller voir les petites astuces que l'on va utiliser. Alors ici, pourquoi? Parce que la dernière fois, on n'avait pas eu le recrutement comme on voulait, mais est-ce qu'on va faire mieux? Vous allez voir que sur le plan stimulation, finalement, cette augmentation de la dose ici de FSH n'a pas apporté le résultat escompté, puisqu'on a toujours cet estradiol un peu bas, et les follicules, c'est un synchronisme dans la croissance folliculaire que l'on voit. On poursuit notre affaire et on introduit l'antagoniste de manière assez retardée, et on arrive à avoir 1 de 19, 1 de 18 seulement. On va rajouter encore un jour et déclencher, et finalement, on s'en sort pas mal, puisque on a 5 ovocytes matures sur 5 sur ce coup, et on arrive à obtenir 2 embryons J5 à J5 et qui sont tous les deux de qualité top, en tout cas qualité morphologique externe. Et c'est là où on se décide à réaliser le PGTA, donc en tout sur nos 5 embryons. Voici les résultats. Vous voyez que nous avions eu un seul euploïde chez cette patiente sur l'ensemble des 5 embryons qui ont été testés, et que finalement, a posteriori, on avait pris la bonne décision de repartir sur une deuxième stimulation parce que, en fait, l'embryon euploïde, c'est celui-là qui était issu de la deuxième stimulation chez cette patiente. Donc, alors, leçon à tirer, c'est que ne pas se réjouir trop en voyant chez une patiente un compte des follicules à 10 ou à 11, parce que probablement, avec la baisse de la sensibilité des récepteurs, on n'arrive pas à tout mobiliser, donc il faut rester un peu modéré sur les pronostics. Et puis sur le counseling pour un PGTA,
faut toujours essayer d'avoir des raisonnements assez objectifs en tenant compte des calculateurs pour savoir est-ce qu'il faut repartir sur un autre cycle ou est-ce que c'est suffisant. Alors, quels sont les autres facteurs de pronostic sur cette même méta-analyse? Intéressant à savoir, on avait l'habitude de dire que l'âge maternel était annulé quand on faisait un PGT, autrement dit qu'on avait les mêmes taux d'implantation une fois qu'on avait obtenu un embryon haploïde chez une patiente de 30 ans que chez une patiente de 42 ans. Cette méta-analyse vient contredire un peu cette vérité, même si, évidemment, il n'y a pas la même chute de résultats qu'il y aurait avec des embryons non testés. Mais il y a un peu moins d'implantation d'embryons haploïdes chez les femmes qui sont âgées de plus que 38 ans. De toutes les façons, nous avons un embryon haploïde et nous avons un cycle qui est régulier. Et l'autre question, est-ce qu'il est légitime de faire des cycles naturels pour transférer les embryons chez des patients de 42 ans? Eh bien oui, rien ne le contredit si les cycles sont réellement réguliers. Le monitorage va nous dire, notre patiente est vue un vendredi, alors vous savez qu'un vendredi, nous, on travaille, et donc un taux d'œstradiol à 103, une LH à 3, un follicule qui commence à apparaître à 11 et un endomètre qui est déjà à 6. Alors, quand est-ce qu'on va la revoir, cette patiente? On va naturellement la revoir. 3 jours, je suis d'accord, 3 jours, je vous entends. Le lundi, comme ça, c'est ni le dimanche, parce que dimanche ici, on ne peut pas la voir. Et lundi, elle est à 199, un follicule de 16 et un endomètre à 8. Alors, on veut faire du naturel modifié, donc on va la déclencher le mardi. Et si on fait un déclenchement le mardi, pour ce blasto, le transfert aura lieu le dimanche. Ah non, parce que mardi, bravo, parce que ACG ici, ça nous fait un J0 hypothétique le jeudi et donc un J5 le mardi. Donc, petite astuce mémotechnique, quand on fait du naturel modifié, le jour de la semaine où on déclenche, c'est le jour de la semaine où on transfère quand il s'agit voilà, d'un blastocyste. Exactement, mon cher collègue. Voilà, donc elle est tombée enceinte. Ce soir, on a 80% de taux de grossesse, dis donc 4 sur 5. Malouane, si tu fais ton transfert et que tu le réussis, on aura du 100% ce soir. Et je ne peux que vous dire merci d'être resté aussi tard et vive la concertation tuniso-algérienne. J'espère qu'on aura un staff physique ensemble, mes chers amis. Allez, bonne soirée. Avec plaisir. Merci, Mohamed, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions, Fertival? Oui, alors merci beaucoup, Dr. Khrouf, pour votre présentation. Alors, ma question est, qu'est-ce que vous avez utilisé comme pré-traitement? On connaît que chez ces patientes, on a une cohorte plutôt inhomogène. Donc, quel pré-traitement vous avez utilisé? Une deuxième question, est-ce que vous avez l'habitude d'utiliser le pré-traitement avec antagoniste et associer la FSH recombinante au létrozole? Il y a des études qui montrent qu'on a plus de méta-2 dans ce cas-là. Quelle est votre propre expérience? Merci, chers collègues. Alors, par rapport à cette patiente-là, on n'a pas utilisé de pré-traitement. Quand j'ai un doute, en fait, je les convoque quelques jours avant les règles, 6 à 7 jours, et je regarde comment se passe au point de vue de la cohorte, et puis je les revois à J1, J2, et si je constate que j'ai une cohorte comme chez cette patiente qui est homogène, je ne fais rien. Alors, si jamais j'ai une cohorte inhomogène, ce qui n'est pas le cas de cette patiente, je vous avoue que je suis pas un fan des oestrogènes parce que je ne trouve pas que c'est assez puissant pour homogénéiser une cohorte et que je préfère autant les progestatifs qui ne permettent pas de programmer mais qui permettent de mieux homogénéiser la cohorte à mon sens. Par rapport à l'utilisation d'un pré-traitement par antagoniste, aujourd'hui c'est la concertation et c'est les astuces, donc je partage avec vous ce que je fais. Je le fais quand je veux décaler une ponction. C'est-à-dire que quand on discute avec la patiente qu'il y a un mari qui vient de l'étranger et qui a des difficultés pour les dates de ponction prévues, ou quand moi-même, et je dois l'avouer, je suis ailleurs et que la patiente souhaite absolument que ce soit moi qui fasse la ponction. Donc, on utilise 1 à 3 jours d'antagoniste qui précèdent pour décaler une date. Autrement, je ne l'utilise pas pour autre chose.
et je n'utilise pas le co-traitement par le létrozole, qui est ni recommandé, mais aussi un peu controversé. Je ne l'utilise que quand je fais de la préservation pour un cancer du sein, comme je pense que nous le faisons tous. Et là encore, il y a certains auteurs qui disent que ça n'a aucun intérêt en termes de survie et qu'on pourrait se passer du létrozole en co-traitement. Merci. D'autres remarques avant de conclure? Est-ce qu'il y a des remarques? Alors, c'est juste pour dire que… Alors, il y a une question de la part des participants. Comment faire pour avoir les calculateurs pour une approche d'individualisation? Ok, alors ça, c'est une très bonne question. D'abord, il y a des calculateurs qui sont payants et des calculateurs qui sont plus faciles. Ce que j'ai montré tout à l'heure sur la plaque, c'est pas un calculateur exact, mais c'est une prédiction en fonction de l'âge, du taux d'aneuploïdie ou du taux de ploïdie, ce qui nous a permis très facilement de dire que cette patiente aurait… Alors, on aurait eu 3 blastos morphologiquement top à J5, peut-être que Anne aura un autre avis, mais peut-être qu'on aurait pu discuter avec la patiente de s'arrêter là. Mais on n'avait pas atteint le nécessaire chez une patiente de 42 ans. Je pense que 4, c'est un minimum pour aller vers un PJTA. OK. D'autres Oui, remarques? je confirme. Donc, par rapport au nombre, comme c'est une probabilité un petit peu, donc il faut aller vers un nombre le plus élevé possible. Donc, si on a la possibilité même de faire une 3e tentative, pourquoi pas? Là, on a de la chance parce qu'elle est tombée enceinte avec un seul euploïde, mais on avait aussi des cas où on avait un seul et la patiente n'est pas tombée enceinte. Donc, le mieux, c'est d'avoir un maximum d'embryons pour le PJTA. Voilà. Je n'ai pas voulu présenter ce genre de cas pour ne pas faire baisser le taux de grossesse que nous avons ce soir, hein, parce qu'on a un standard à 80%. D'accord. Alors, pour finir, d'autres questions, d'autres remarques? En tout cas, ça a été vraiment très, très enrichissant, très plaisant aussi de voir tous nos amis de l'autre côté. J'espère que cette première qu'on va refaire d'autres, ça ne va pas rester simplement une première. Et je vous dis donc merci à tous, merci à tout le monde et merci à tous les participants d'avoir resté jusqu'à maintenant assez tard pour nous écouter et pour participer à ce webinaire. Merci à tout le monde et bonne fin de soirée. Merci beaucoup et Merci. à très bientôt. À bientôt. À bientôt.